Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Le site d'information américain Axios a donc détaillé tout un plan de trêve, un plan démenti par la suite par le Qatar. Est-ce qu'on était tout de même dans une période bien partie pour des tractations? Ce qui est clair, c'est que on s'aperçoit en Israël et en particulier au sein du cabinet de guerre que cette initiative militaire d'une très grande violence n'a pas abouti aux objectifs qui étaient prévus après plus de 3 mois. Donc je crois que c'est vraiment une impasse stratégique et donc il y a un moment donné où la négociation quelque part s'impose, quoi. Le Hamas est toujours là. Il y a encore eu des incidents très graves, d'autant plus que il y a au moins deux éléments importants. Le premier, c'est que Netanyahou est de plus en plus critiqué en Israël, justement parce qu'au fond, il veut cette initiative militaire sans avoir de véritables objectifs politiques, en oubliant les otages, ce que beaucoup d'Israéliens lui reprochent. Et d'autre part, il y a des pressions internationales de plus en plus fortes. Il ne faut pas penser non plus que le gouvernement israélien ou le cabinet de guerre, pour être plus précis, sont sur la même ligne. Il y a des contradictions, des oppositions. Il ne faut pas oublier que le cabinet de guerre est formé de Netanyahou, mais aussi de deux généraux qui sont dans l'opposition, Eisenkot d'un côté et Benny Gantz. Et ce sont des militaires, ils savent de quoi ils parlent. Ils ne sont pas d'accord entre eux, et ça se sait, la presse israélienne le rapporte tous les jours. Il est clair que les questions politiques vont devenir centrales, que des négociations pourront se nouer bien au-delà de la question des otages. Il est évident que, par exemple, les Européens ont des propositions importantes sur la table, les Saoudiens aussi, et bien entendu les Américains. Donc s'il y a effectivement un arrêt des combats, pour une durée, disons, indéterminée, c'est extrêmement important, d'abord pour les Palestiniens eux-mêmes de Gaza, qui vont enfin, pendant quelque temps, sortir de cet enfer, en tout cas être soulagés de cet enfer. Il est question même que certains pourront rentrer sur Gaza, ce qui est la moindre des choses. Concernant la libération des otages, plus de 130 Israéliens sont encore détenus dans la bande de Gaza. Les pressions de la part de l'opinion publique et de la société israélienne, avec ses multiples appels et manifestations, cela peut jouer un rôle dans les décisions que prendra Israël à l'avenir? Il faut rappeler à vos auditeurs les objectifs qui étaient ceux de Netanyahou et d'Israël, c'était éradiquer le Hamas, libérer les otages, et ensuite faire en sorte que Gaza soit vraiment une zone de sécurité pour l'État d'Israël. Bon, en fait, on est très loin de tout ça. Le Hamas continue de résister et sur le plan politique, il est peut-être plus fort qu'avant. Il reste au moins 130 otages, on ne sait pas exactement combien, mais il reste beaucoup d'otages. Et évidemment, en Israël, c'est une question qui est extrêmement importante. Donc, il est clair que les objectifs ne sont pas atteints. Ils ne pouvaient pas l'être d'ailleurs, c'était une évidence. Mais bon, et les pressions internationales sont de plus en plus fortes parce que on voit bien à quel point cette guerre à Gaza est un véritable massacre de Palestiniens. On doit être à 25 000 morts, sans compter ceux qui sont les disparus. Et ce qui vient de se passer aussi en Afrique du Sud est important. L'Afrique du Sud qui entend parler de génocide devant la Cour internationale de justice. On va avoir dans les prochains jours une réponse de la Cour internationale de justice. Ça peut avoir beaucoup d'impact politique dans un premier temps. Donc voilà, on arrive à un moment qui est évidemment prévisible, sans savoir quand il arriverait, où il faut que les armes se taisent et qu'on pense politique. Jean-Paul Chagnolot, est-ce qu'on peut rappeler ce que le Premier ministre israélien a derrière la tête concernant l'avenir de l'enclave palestinienne? Vous savez, Netanyahou est au pouvoir depuis des années. Il était déjà même au pouvoir à l'époque d'Oslo, entre 1996 et 1999. Il n'a jamais varié, et c'est extrêmement clair. Il veut étendre la domination de l'État d'Israël du Jourdain à la Méditerranée, Gaza inclus. Donc ça veut dire qu'il ne veut aucune solution politique, il ne veut pas d'État palestinien, et il veut contrôler l'ensemble, c'est ça. C'est un des enjeux justement des semaines qui viennent, c'est que maintenant il y a une vraie prise de conscience, enfin, de la communauté internationale, que cette situation n'est pas possible, n'est pas viable, et que la seule solution, ça a été répété par les Européens, par les Américains, évidemment les Arabes et évidemment les Palestiniens, qu'il faut un État palestinien. Mais bien entendu, on est très loin de tout ça parce que Netanyahou et les forces politiques qui sont avec lui n'en veulent pas.
Donc la vraie question, au-delà de cette trêve très importante qui peut-être va intervenir et que les armes vont se taire dans les prochains jours, peut-être, on n'en sait pas encore rien, c'est pas sûr. La grande question, c'est est-ce que la communauté internationale va pouvoir imposer ou en tout cas contraindre les Israéliens, et en tout cas Netanyahou et la droite israélienne, de penser l'avenir et de penser que seul un État palestinien à côté de l'État d'Israël peut vraiment assurer la sécurité de l'État d'Israël. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. En tout cas, c'est par exemple la déclaration des Européens, ce qui est très étonnant parce qu'ils ont été toujours très en retrait, la déclaration des Européens à l'unanimité, ce qui est quand même très rare chez les Européens, sur une posture de ce genre. Alors au même moment de la proposition de cette nouvelle trêve, l'autre sujet d'actualité, c'est ce dernier bilan donné par l'armée israélienne. 24 soldats, dont 21 réservistes, tués en un seul coup. D'après les informations, ces derniers étaient en train de poser des explosifs quand ils ont été touchés par un tir de roquette du Hamas. Est-ce que cet événement précisément marque un tournant dans le conflit? Non, je ne pense pas que ça marque un tournant. C'est simplement la preuve que éradiquer le Hamas n'a pas de sens, même sur le plan militaire. Nous sommes très très loin de cet objectif de l'éradication. Et ce dont vous parlez, c'est un moment tragique, évidemment, pour ceux qui l'ont subi. Mais en même temps, bon, c'est la guerre. Il y a eu en face 25 000 morts chez les Palestiniens, chez les civils pour l'essentiel. Donc voilà, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut que les armes se taisent. Car de toute façon, je le répète en une formule, c'est une véritable impasse stratégique que cette offensive militaire des Israéliens. Et ils commencent à s'en rendre compte. C'est pour ça que des négociations deviennent possibles aujourd'hui. Alors je fais un petit saut en arrière avec, cette question que j'aurais pu vous poser, juste une question sur ce plan de paix qui a été proposé par, des pays arabes avec les États-Unis, en contrepartie d'un retour de normalisation avec Israël. Est-ce que ce chemin-là est envisageable pour Israël? Oui, mais vous savez que ce projet, il date de 20 ans. C'est en fait le plan de la Ligue arabe de 2002, que les Israéliens à l'époque, c'était Ariel Sharon, avaient refusé d'un revers de main. Et effectivement, aujourd'hui, ça revient sur la table. Ça fait le saut par-dessus les accords d'Abraham, parce que les accords d'Abraham, c'était précisément on normalise sans aucune condition. On accepte la normalisation sans rien en échange. Et là, du coup, l'Arabie saoudite se dit il faut revenir à ce qui était leur proposition il y a 20 ans plus tôt, qui avait été réitérée ces dernières années, mais sans aucune espèce d'écho, qu'effectivement, faisons quelque chose de global. Et ce global, ça consisterait effectivement à ce qu'il y ait une normalisation entre Israël et les États arabes qui ne l'ont pas encore fait. Et ce qui compte fondamentalement dans ce schéma, c'est évidemment l'Arabie saoudite. Et en échange, évidemment, Israël accepterait la création d'État palestinien. Donc on est dans ce schéma global, mais les obstacles avant d'arriver là sont considérables. Parce qu'aujourd'hui, il y a des forces politiques majoritaires en Israël n'en veulent pas. Ils veulent conserver à la fois la maîtrise de cette Palestine du Jourdain à la Méditerranée, avec évidemment pour beaucoup d'entre eux l'idée qu'il faut continuer absolument la colonisation à outrance en Cisjordanie. Donc c'est un bras de fer où vraiment la communauté internationale, les Européens, les Américains, mais aussi le monde arabe, on va voir jusqu'à quel point ils sont déterminés à contraindre Israël à aller dans ce sens-là, qui est à mon avis le bon chemin pour parvenir à une paix globale. Mais une fois encore, on est très loin de tout ça aujourd'hui. Mais en tout cas, on en parle et on en débat. C'est déjà quelque chose d'important. Merci Jean-Paul Chagnolot pour, vos réponses pour Médien. Je vous en prie. Au revoir. Très bonne journée à vous. Au revoir.